À quelques jours seulement de la COP26, la Chine annonce qu'elle vient de décider de rouvrir ses centrales au charbon et prévoit même d'en construire de nouvelles pour répondre aux besoins pressants en énergie électrique de sa classe moyenne grandissante. Lassés de subir d'incessantes coupures de courant, les ménages chinois exigent des solutions rapides, pendant que l'industrie chinoise s'inquiète à l'approche des fêtes de Noël de devoir payer son énergie à des prix si élevés. Depuis le début de l'année, les prix du gaz ont augmenté de 670% en Europe, mais c'est l'ensemble des pays du monde qui sont touchés par ce qui ressemble à une crise énergétique mondiale. Pour preuve, le Bangladesh a acheté une cargaison de gaz naturel liquide à 36,95 par million de BTU, un prix jamais vu par ce pays pour une cargaison de gaz naturel liquide. Des cargaisons et des transporteurs qui sont pris d'assaut. En conséquence, le prix du fret a explosé dans la période qui a suivi la pénurie. Au point que des grandes enseignes comme Walmart et Home Depot affrètent leurs propres cargos pour importer des marchandises, quitte à payer le double du prix habituel. Rappelons que ce prix a atteint des sommets ces derniers mois, passant de 3 000 $ à un prix record de 20 000 $. C'est à ce moment précis que l'inquiétude peut se transformer en colère, parce que raisonnablement on peut s'étonner que les organisations mondiales ne découvrent qu'aujourd'hui que les pays du Nord se chauffent en hiver. Les prix du gaz montent en flèche. Tous les yeux se sont tournés vers le pétrole. Mais cette demande croissante a fait grimper son prix, le prix du baril atteignant 80 $ pour la première fois depuis 2014. Un véritable jeu de dominos ou d'effet boule de neige. Alors on pourrait, comme certains analystes à courte vue, incriminer au choix l'appétit insatiable des Chinois, le manque de bonne volonté de Vladimir Poutine ou la rigidité des pays de l'OPEP. Mais ces fausses pistes ne résistent pas longtemps à l'analyse. On compte sur les Chinois pour être l'usine du monde. Qui est prêt à dire aux enfants du monde qu'ils n'auront pas de jouets à Noël? Mais on leur demande de produire sans utiliser d'énergie? Comme on peut le voir sur ce graphique à l'écran, la part de gaz réservée à l'industrie est la plus importante de la consommation chinoise. De la même manière, la réalité derrière le soi-disant refus du président russe de livrer plus de gaz aux Européens dépasse le simple coup de pression politique destiné à accélérer l'accord du législateur allemand pour la mise en service du gazoduc à destination de l'Europe, le Nord Stream 2, comme je vous l'annonçais à la fin de cette vidéo. Fondamentalement, les flux de gaz russe à destination de l'Europe ont augmenté d'environ 3% par rapport au niveau d'avant crise des mesures anti-Covid. Mais la Russie ne livre pas les Européens autant qu'elle le peut parce qu'elle reconstitue son propre stock de gaz lui-même mis à mal par la crise des mesures anti-Covid. Heureusement, des accords existent pour assurer que le prix du pétrole reste bas et comme prévu par ces accords, l'OPEP, le groupe des principaux pays producteurs de pétrole, va augmenter son offre de 400 000 barils supplémentaires par jour. Mais pas question d'aller plus loin. L'OPEP vient de statuer sur le fait qu'elle ne livrerait pas de suppléments malgré l'aspect exceptionnel de la situation mondiale. Peut-être que ce refus est une manière pour les pays producteurs de rappeler aux économies du monde que, même dans le scénario de développement durable de l'AIE, le pétrole et le gaz représentent 46% du mix énergétique mondial en 2040. La crise énergétique en Europe a mis en évidence la complexité de la transition vers les sources d'énergie verte. Cette transition ne se fera pas du jour au lendemain et doit inclure les sources d'énergie fossile. La crise que vit le Royaume-Uni aujourd'hui est un exemple édifiant des conséquences néfastes d'une adoption précipitée de sources d'énergie renouvelables, comme le note Rochelle Toplensky du Wall Street Journal. La Grande-Bretagne peut devenir une source d'inspiration pour le monde si on évite de répéter ses erreurs. Tout d'abord, le Royaume-Uni a considérablement réduit sa dépendance au charbon au cours de la dernière décennie. Parce qu'il faut bien que le discours commun des pays développés vise à enterrer les énergies fossiles. En mai dernier, à quelques mois de la COP26 en Écosse, la grande messe du climat des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie haussait le ton. Pour décarboner totalement le secteur de l'énergie d'ici 2050, elle prenait une méthode radicale. Ne plus chercher le moindre baril de pétrole et gisement de gaz. La contrainte par la pénurie. Depuis le milieu des années 2000, tous les pays du monde cherchent à tourner le dos aux énergies fossiles. En avril 2015, c'était le gouvernement norvégien qui interdisait à son fonds souverain de 835 milliards d'euros, le plus important au monde créé grâce au pétrole, d'investir dans le capital d'entreprises polluantes. Plus personne ne voulait entendre parler de gaz, de pétrole ou de charbon. Mais à la veille de la prochaine COP26, où le chef de l'ONU appelle à une action audacieuse pour mettre fin à la guerre suicidaire contre la nature, il faut bien dire que la situation risque de rendre le discours
un peu plus mitigé. Parce qu'il faut le rappeler, nos économies mondiales sont encore très dépendantes des énergies fossiles. Par exemple, le charbon génère encore près de 70% de l'électricité. Et en Inde, en ce moment, la situation est très critique. Sur les 135 centrales électriques au charbon, qui sont sous surveillance étroite de l'organisme de réglementation indien, au moins 16 n'ont pas même un seul jour de stock, ce qui signifie qu'elles sont déjà complètement en rupture. Le reste des centrales ne dispose que de 4 jours de stock. On a donc affaire à une situation critique. De la même manière, en Chine, 16 provinces sur 31 ont mis en place des mesures de rationnement de l'électricité. Les industriels ont été contraints de réduire considérablement leur production à l'approche de Noël et les ménages ont déjà été privés d'électricité pendant plusieurs jours. Donc on peut féliciter la Grande-Bretagne quand on voit à quel point elle a su réduire sa dépendance au charbon. La part de ce combustible tombe à un niveau record en 2020. Le charbon n'a généré que 1,8% de l'électricité contre 28% en 2010. La production d'énergie renouvelable, quant à elle, a atteint un niveau record de 43% en 2020, dépassant pour la première fois la production annuelle d'énergie fossile. Même le Royaume-Uni a dû rallumer une vieille centrale au charbon le mois dernier pour répondre à sa demande d'électricité. Parce que si l'énergie éolienne a généré la plus grande part de l'électricité en Grande-Bretagne, dépassant le gaz naturel ces dernières années, cela ne change rien au fait que la production d'énergie éolienne dépend de la vitesse du vent. Les jours où malheureusement le vent ne souffle pas, comme ce fut le cas la plupart du temps en septembre, le gaz naturel est davantage utilisé pour la production d'électricité. Ce qui fait grimper les prix du gaz et de l'électricité et augmente également la production de charbon en raison des prix élevés du gaz naturel. C'est Jeff Curry, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs, qui a expliqué comment la demande de gaz avait augmenté en raison de la mise hors service de nombreuses centrales électriques au charbon dans le monde. Cela a eu pour double effet de faire grimper les prix et d'épuiser les stocks mondiaux de gaz. Heureusement, bien que les ménages soient confrontés à des factures d'énergie plus élevées, ils sont protégés dans une certaine mesure par le plafonnement des prix de l'énergie au Royaume-Uni. Mais comme toujours, quand on encadre les prix, eh bien, c'est ce qui conduit 9 fournisseurs britanniques à déclarer forfait. Pas plus tard que la semaine dernière, ce sont 3 nouveaux fournisseurs qui annonçaient qu'ils cessaient leur activité. Comme en URSS, lorsque l'on avait fixé le prix du pain, on ne mesurait plus le pain à son prix, mais à la file d'attente devant la boulangerie. Lorsque les fournisseurs d'énergie ne sont pas en mesure de répercuter la totalité de la hausse des coûts sur les consommateurs, ils n'ont parfois pas d'autre solution que de mettre la clé sous la porte. L'Union européenne étudie également la possibilité de modifier le mode de fonctionnement des marchés de gros de l'électricité, a déclaré cette semaine le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simpson. La France a gelé le prix du gaz depuis le 30 septembre et l'Espagne propose que l'UE procède à des achats groupés de gaz comme elle l'a fait pour les vaccins contre la grippe aviaire. La Grèce veut un fonds européen pour aider les gouvernements à surmonter la crise. Mais les appels insistant à éviter les investissements dans les combustibles fossiles ont entraîné un sous-investissement chronique dans les nouvelles réserves de pétrole, de gaz et de charbon, en particulier dans les économies développées qui aspirent à atteindre un niveau zéro d'ici 2050. Cette flambée des prix rend de nombreuses entreprises européennes à forte consommation d'énergie extrêmement vulnérable car la transition énergétique n'a pas encore atteint le point où tout autre combustible que les énergies fossiles puisse efficacement alimenter des productions énergivores comme par exemple la production d'engrais ou d'acier. Et ce désinvestissement s'est retrouvé sur les marchés boursiers. Les investisseurs de Wall Street ont boudé l'énergie traditionnelle en raison des faibles rendements, a déclaré Jeff Curry dans une interview accordée à Bloomberg en début de semaine. La nouvelle économie est surinvestie et l'ancienne économie meurt de faim, a-t-il déclaré. Je vais maintenant introduire le rebondissement le plus choquant de cette situation de crise énergétique mondiale, mais je voudrais d'abord vous rappeler que dans la lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, le secteur de l'énergie est au cœur de notre approche de la gestion du risque. J'ai même déjà rédigé un dossier complet sur le sujet de l'énergie. Ce dossier est disponible pour tous mes abonnés afin que vous soyez à même de comprendre quels pans de l'industrie vont évoluer et comment positionner vos portefeuilles dans cette révolution énergétique. Alors, le rebondissement le plus spectaculaire de cette situation de la crise énergétique vient du gouvernement britannique qui prévoit la construction d'une nouvelle centrale nucléaire au pays de Galles qui pourrait fournir de l'électricité à plus de 6 millions de foyers. Même si l'opposition au nucléaire existe en Grande-Bretagne, comme l'a démontré le militantisme contre la centrale nucléaire de Sizewell, qui a alimenté le débat public l'année dernière.
Des pays comme la Finlande ont rejoint ce mouvement pour le retour au nucléaire. On voit se dessiner un groupe qui est composé de la France, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Je profite de cette liste pour signaler le retournement intégral de veste du président français au sujet des centrales nucléaires. Tout ce petit monde est en train de faire pression sur l'Union européenne afin que l'énergie nucléaire soit considérée comme durable. Nous pourrions rire de ce changement d'attitude, mais personnellement, je pense que le nucléaire est une solution dont on ne peut raisonnablement pas se passer. Pour les Finlandais, c'est un revirement au sein du parti des Verts, qui fait partie de l'actuel gouvernement, qui permet ce changement de direction. Le parti, traditionnellement farouchement anti-nucléaire, est devenu récemment plus pragmatique. Le passage au nucléaire est mondial. J'en veux pour exemple le fait que le 11 octobre, le nouveau premier ministre japonais, Fumio Kishida, a défendu au Parlement sa politique pro-nucléaire, sachant que le même Kishida est arrivé au pouvoir sur un programme pro-nucléaire. Pourtant, on connaît le rapport historique complexe et douloureux que le Japon entretient avec le sujet de l'atome. Si la nécessité de mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles ne saurait être remise en question, on peut commencer à voir les conséquences du manque de préparation de nos organisations à la complexité de cette transition. Pour autant, ce problème de fourniture en énergie est tout à fait classique, car le prix de l'énergie évolue selon un cycle qui est fonction des capacités de production disponibles. Je m'explique. Construire une raffinerie ou une plateforme pétrolière demande beaucoup de temps et de capitaux. Par contre, une fois ces infrastructures construites, elles ont une durée de vie plutôt longue. Cette réalité impacte fortement la formation des prix des énergies fossiles. En gros, les infrastructures existantes définissent un plafond de production. Une fois le capital de ces installations amorti, le coût de production d'un baril se rapproche de son coût marginal. Le coût marginal, c'est comme le coût de votre logement. Au début, vous payez le crédit de la maison plus les charges. Et une fois que le prêt est payé, vous ne payez plus que les charges. Les charges comme le chauffage, l'assurance, etc., c'est le coût marginal de votre habitation. Pour les énergies fossiles, cela correspond aux salaires, aux matières premières, etc. Donc, tendanciellement, lorsqu'un cycle d'investissement se termine dans les énergies fossiles, les prix unitaires ont tendance à baisser car de plus en plus d'infrastructures vendent proche du prix marginal de production. Pendant ce cycle de baisse du prix, les investissements ralentissent car le prix du marché ne permet pas de lancer de nouveaux projets. Comme les nouveaux projets sont de moins en moins nombreux, les infrastructures de production vieillissent et la capacité de production maximale diminue. À ce stade, je pense que vous avez compris la suite. Une fois que la demande a rattrapé ce plafond de production, le prix s'envole car il n'y en a plus assez pour tout le monde. Une fois que le prix s'est envolé, les grandes entreprises relancent des projets d'investissement car il y a un marché pour un prix de l'énergie qui permet d'amortir le financement de nouveaux outils de production. Le problème, c'est que ces cycles s'étalent sur 15 à 20 ans et qu'il faut environ 5 ans pour faire remonter les capacités de production. Durant ces périodes de construction de nouvelles infrastructures, les marchés actions se portent plutôt mal car sans énergie, pas de business. Pour ceux qui suivent cette chaîne, ces périodes correspondent soit à de la croissance inflationniste, quand on a de la chance, et plus régulièrement à des périodes de décroissance inflationniste dans lesquelles se produisent les plus gros cracks, les fameux Ursus Magnus. Seules certaines catégories d'actions tirent leur épingle du jeu, comme certaines valeurs énergétiques et les entreprises qui ont la capacité d'imposer leur prix, le fameux pricing power. Dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcé, j'ai consacré un dossier complet à l'énergie pour définir comment s'articulent ces cycles longs. La grande difficulté, c'est justement cette longueur. Aujourd'hui, les ratios sur les prix de l'énergie par rapport aux valorisations de ces entreprises qui profitent de ces cycles sont intéressants. Mais c'est le cas depuis 2015. Nous savons que la tendance va s'inverser, mais il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, comme le paramètre politique. Moralité, les prix des valeurs dites vertes ont explosé ces dernières années sans être capables de produire une énergie exploitable et en quantité suffisante, tandis que les investissements dans les infrastructures d'énergie fossile se sont presque arrêtés. C'est d'autant plus vrai depuis la crise des mesures anti-Covid, où l'écart entre la valorisation des producteurs d'énergie renouvelable contre les producteurs d'énergie fossile s'est littéralement envolé. C'est pour ça qu'avec Didier, nous adoptons dans ma lettre d'investissement une stratégie de gestion du risque sans faire de prévision. Les marchés actions ne sont pas la seule source de rendement pour votre épargne. La diversification est une clé qui vous permet, grâce à nos modèles de risque, d'obtenir une performance pour épargner, quelle que soit la configuration des marchés actions. Depuis le 12 juillet, nous avons obtenu des rendements annualisés de 4%, 8%, 10% et même 13%, et le tout sans être exposé aux risques sur les marchés actions. Ces problématiques sur l'énergie font partie de nos modèles. Lorsque le gros du risque sera passé, nous pourrons revenir sur les marchés.
En attendant, faire travailler son épargne dans quelque chose entre 5 et 10% est loin d'être déshonorant, surtout en ce moment. Il est aussi intéressant de comprendre que le cash est autant rémunéré sur la blockchain en réponse aux troubles que les marchés connaissent. Cette situation ne sera probablement pas durable, mais pour l'instant, c'est toujours bon à prendre. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Au-delà des performances annoncées, vous apprendrez surtout à gérer convenablement votre épargne par vous-même pour devenir plus libre. Sur ce, à bientôt pour de... Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.